En 1952, un fragment d'argile a été catalogué au British Museum sous le numéro d'inventaire K 3313, 6 colonnes d'écriture cunéiforme, 17 lignes incomplètes. Aucune traduction n'a jamais été publiée. La tablette n'a été mentionnée dans aucune revue scientifique. Elle est restée dans un tiroir des réserves pendant 70 ans, jusqu'à ce qu'une étudiante en master nommée Elara Muen la sorte pour sa thèse sur les textes cosmologiques. Ce qu'elle découvrit dans la 4e colonne, à la 9e ligne, était une phrase sans précédent dans la littérature sumérienne. En qui 1, 7, 8. 178 cieux et terre. Ce n'était pas une métaphore. Ce n'était pas une expression poétique. Un nombre précis, suivi de quelque chose d'encore plus étrange. Une description des murs qui les séparaient, et les coordonnées du moment où ces murs allaient s'effondrer. Voici ce qui se passe quand on lit la tablette que personne n'était censé voir. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que la cosmologie sumérienne n'a jamais été vague. Les Sumériens ne s'exprimaient pas par énigmes. Ils ont construit les premières cités, inventé l'écriture et cartographié les étoiles avec une précision effrayante. Lorsqu'ils affirmaient que quelque chose existait, ils fournissaient des mesures, des distances, des angles, des chiffres que les civilisations ultérieures allaient passer des siècles à tenter de déchiffrer. La tablette K, 3313, ne faisait pas exception. Mais ce qu'elle mesurait n'était ni un temple, ni un champ, ni même une constellation. Elle mesurait la distance entre les mondes habités. La première colonne commence par une invocation standard. À l'assemblée des Anunnaki, gardiens des sphères frontalières. Les Anunnaki apparaissent dans des dizaines de textes. Ils sont décrits comme des êtres descendus des cieux, qui régnaient avant le déluge, qui détenaient la connaissance du temps lointain d'avant la nomination des choses. La plupart des chercheurs les considèrent comme des figures mythologiques, des dieux d'un panthéon. Mais le langage utilisé dans K, 3313, ne décrit pas des dieux, il décrit des cartographes. Des ingénieurs, le texte utilise le mot zig, qui signifie construire ou ériger. Et celui-ci ne s'applique pas au temple, mais aux cloisons des champs du ciel. La deuxième colonne contient le nombre, Enki 178. L'expression est explicite. Elle ne dit pas de nombreux mondes. Elle ne dit pas des cieux innombrables. Elle dit 178. Et ensuite, elle les nomme. Pas tous, mais les 12 premiers. À chacun est attribué un nom, un emplacement. Et une description de ce qui le sépare du suivant. Les Sumériens appelaient ces séparations d'Ingirgal, ce qui se traduit par grande barrière ou mur divin. Ce n'étaient pas des métaphores spirituelles. Le texte précise leur épaisseur, leur durée, et les matériaux nécessaires pour les traverser. Le troisième nom de la liste s'appelle Eridusha, le monde des premières eaux. Selon la tablette, ce monde se trouve à un décalage angulaire de 23,7 degrés par rapport à notre propre champ. Il s'agit d'une coordonnée précise. Le texte poursuit en décrivant Eridusha comme un lieu où le soleil se lève 2 fois au cours d'une seule rotation et où les eaux recouvrent tout, à l'exception des sommets des 7 montagnes. Vient ensuite la phrase cruciale. Entre notre champ et Eridusha se dresse un mur de 3 mesures. Aucun navire en bois ou en bronze ne peut la franchir. Seuls les navires des Anunnaki, propulsés par le feu de la pierre, étoiles, le peuvent. Ce n'est pas de la mythologie. Il s'agit d'une documentation technique. Le quatrième monde s'appelle Kur-Shulgi. Le texte le décrit comme un lieu de poussière rouge et de lune jumelle, où le ciel a la couleur du sang séché et où la pluie n'est plus tombée depuis l'époque du silence. Le mur qui sépare Kur-Shulgi du monde adjacent est mentionné comme ayant une épaisseur de 7 mesures et décrit comme étant impénétrable, sauf par la parole de l'Assemblée. Les Sumériens ne décrivaient pas des dimensions parallèles dans un sens abstrait. Ils décrivaient des lieux dotés de conditions atmosphériques, de repères célestes et de barrières physiques qui nécessitaient une technologie spécifique pour être franchis. Le cinquième monde, Magantyr, est décrit comme un lieu où le temps s'écoule comme du miel et ceux qui y entrent ne vieillissent pas, mais ne peuvent pas non plus en sortir. Le mur qui s'y trouve est appelé la frontière du miroir, et la plaque précise que quiconque le regarde directement se verra dans toutes les vies qu'il n'a pas choisies. La description est d'une précision troublante. Ce n'est pas du langage poétique, c'est une mise en garde. Les Sumériens documentaient les dangers. La troisième colonne passe de la description à l'avertissement. Le mot Namtag apparaît. Il signifie destin prédéterminé ou décret. Le texte affirme que les murs entre les 178 mondes ont été érigés délibérément, non pas par des forces naturelles, mais par une décision. L'expression utilisée est
L'Assemblée a décrété la séparation après la guerre des rois à la frontière. Cette guerre n'est mentionnée dans aucun autre texte sumérien connu. Mais la tablette est claire. Il y a eu un conflit. Il a impliqué plusieurs mondes. Et il en a résulté l'isolement de chacun d'entre eux derrière un mur impénétrable. La tablette qualifie cet événement de grande division. Et avant d'aller plus loin, je dois marquer une pause d'une seconde, car ce que je m'apprête à vous dire devient nettement plus sombre. Et j'ai réalisé il y a quelque temps qu'une partie de ces informations ne pouvait pas être pleinement expliquée dans un format vidéo. Le décryptage complet des 12 mondes, les coordonnées de la tablette, les passages traduits, les angles astronomiques précisés au degré près. J'ai rassemblé tout cela dans un document écrit. Le lien se trouve ci-dessous et le code QR est affiché sur votre écran. Continuons maintenant. C'est là que les choses deviennent encore plus étranges. La 4e colonne décrit le mécanisme des murs. Il est dit qu'ils sont tissés du souffle des étoiles, ancrés par la rotation de la roue céleste et soutenus par la résonance de 7 piliers. Le texte énumère ensuite les emplacements de ces 7 piliers. 3 d'entre eux correspondent à des systèmes stellaires que nous reconnaissons aujourd'hui, Sirius, Rigel et Bételgeuse. Les 4 autres font référence à des constellations qui n'existent pas sur notre carte actuelle du ciel. Soit les étoiles se sont déplacées, soit les Sumériens décrivaient quelque chose situé en dehors de notre région observable. Les piliers n'étaient pas symboliques. La tablette explique que chaque pilier émet un son qui stabilise les barrières entre les mondes. Si un pilier venait à céder, la section correspondante du mur s'effondrerait. Et le texte est très précis quant à ce qui se passe ensuite. Lorsque le son cesse, le mur s'amincit. Lorsque le mur s'amincit, les mondes se touchent. Lorsque les mondes se touchent, les habitants peuvent passer. Mais ce passage entraîne une calamité, car l'air d'un monde est un poison pour l'autre, et les lois de la terre et du ciel ne s'alignent pas. Il s'agit d'un texte antique, décrivant l'incompatibilité dimensionnelle d'un point de vue mécanique. Le 6e monde, Dilmun-Kor, est décrit comme un lieu de tempête perpétuelle, où la foudre ne frappe pas vers le bas, mais latéralement, et la pluie tombe vers le haut, dans les nuages. Le mur qui le sépare de notre monde est décrit comme étant de nature électrique, brûlant ceux qui s'en approchent sans les sceaux appropriés. Les Sumériens ont documenté des phénomènes physiques atmosphériques qui n'auraient dû être compris que 4000 ans plus tard. Le 7e monde, l'Agashvor, est celui dont les chercheurs évitent de parler. La tablette le décrit comme « le champ où les morts ne reposent pas et où les vivants ne respirent pas ». On dit que le mur qui s'y trouve est aussi fin qu'un murmure, et que le passage ne nécessite aucun vaisseau, mais seulement l'intention. Vient ensuite la phrase qui met fin à la plupart des débats universitaires. Beaucoup ont franchi le pas vers l'Agashvor. Aucun n'est revenu avec la mémoire intacte. La 5e colonne contient une date. Pas une époque des héros mythologiques, ni le temps des dieux. Une date. Le calendrier sumérien reposait sur les cycles lunaires et les positions de Vénus et de Jupiter. La tablette mentionne une conjonction de 5 corps célestes, la Lune, Vénus, Jupiter, Mars et l'étoile rouge de l'Est, que la plupart des chercheurs identifient comme étant Aldébaran. D'après les logiciels astronomiques modernes, cette conjonction a lieu une fois tous les 6439 ans. La dernière fois qu'elle s'est produite, c'était en 3298 avant notre ère. La prochaine aura lieu en 3141 après notre ère. Et la tablette indique que c'est à ce moment-là que le premier pilier s'effondrera. Permettez-moi de répéter. Selon K, 3313. En l'an 3141, l'un des 7 piliers qui ancrent les murs entre les 178 mondes cédera. Et lorsque cela se produira, la barrière qui sépare notre monde de celui qui lui est adjacent s'effondrera. Le 8e monde s'appelle Uruk-shan et est décrit comme un miroir de la Terre. Les mêmes continents, les mêmes océans. Mais la tablette indique que les gens de là, bas, parlent à l'envers. Et leurs villes sont construites vers le bas, dans le sol, plutôt que vers le haut, vers le ciel. Le mur entre Uruk-shan et notre monde est décrit comme étant le plus stable, ce qui suggère que, parmi les 178 mondes, c'est celui qui est le moins susceptible de s'ouvrir en cas d'effondrement d'un pilier. Dans le 9e monde, Nippurvel, les choses deviennent troublantes. Le texte le décrit comme « un champ-dieu qui veille, où le ciel lui-même observe et où rien ne peut être caché ». Les Sumériens affirment que le mur qui s'y trouve est transparent, mais infranchissable, et que les personnes situées de part et d'autre peuvent se voir, mais ne peuvent interagir. Vient ensuite la phrase décisive. Au moment de l'effondrement, Nippurvel sera le premier à se briser, et ceux qui regardent ne se contenteront plus de regarder. Le 10e monde est Erekmal, décrit comme un lieu où le son ne se propage pas, et tous ceux qui y pénètrent sont réduits au silence.
La tablette précise que le mur de cet endroit a déjà cédé une fois, brièvement, au cours de l'année que les Sumériens appellent l'ère du silence. Aucune explication supplémentaire n'est fournie, mais il y a une seule phrase d'avertissement. Le silence s'est propagé. 7 villes se sont tues avant que le mur ne soit à nouveau scellé. Avant de passer au 11e monde, arrête-toi un instant. Ce que tu viens d'entendre à propos de l'ère du silence et de Nippur-Vel, c'est ce qui change tout. Mais cela n'a de sens que lorsque tu le vois écrit à côté de la notation sumérienne originale. Le fonctionnement du mur, la chronologie des brèches, la séquence des défaillances. Tout se trouve dans le document auquel renvoie le lien ci-dessous. Accordez-vous 5 secondes dès maintenant, consultez-le, puis revenez ici. Car ce qui suit repose directement sur ces informations. Le lien se trouve dans la description. Le code QR est sur votre écran. Le 11e monde s'appelle Kishian, décrit comme le champ de bataille perpétuel, où les rois des frontières s'affrontent encore, et où la terre est imprégnée du sang de 10 000 générations. Le mur qui sépare Kishian de notre monde est décrit comme étant le plus bruyant, ce qui signifie qu'il émet un son audible pour ceux dont les oreilles sont habituées aux anciennes coutumes. En 1973, un ingénieur du son turc a affirmé avoir enregistré un bourdonnement à basse fréquence près des ruines de l'ancienne Hattusa, qui ne correspondait à aucune source géologique ou artificielle connue. L'enregistrement durait 23 minutes. À mi-parcours, on peut entendre une voix dans une langue inconnue prononcer une phrase que des linguistes ont par la suite suggéré de traduire par « le mur se souvient ». Le 12e monde s'appelle Anudara, décrit comme le chant de la nuit sans fin, où aucune étoile ne brille et où les Anunnaki ont construit leur dernier sanctuaire avant le scellement. Le mur qui sépare Anudara de notre monde est décrit comme le plus épais de tous, de 21 mesures, impénétrable même pour les navires de feu, mais la tablette indique qu'Anudara sera le dernier à s'ouvrir. Et lorsqu'il s'ouvrira, l'assemblée reviendra pour juger la récolte. Ce mot, récolte, apparaît 3 fois sur la tablette. Il n'est jamais expliqué, mais l'implication est claire. Les 178 mondes n'ont pas seulement été séparés, ils ont été cultivés. Chacun s'est développé indépendamment. Et lorsque les murs tomberont, les résultats seront évalués. La 6e colonne, dernière section intacte, est une série d'instructions. La tablette les qualifie de rites de renforcement. Elle décrit un rituel qui doit être accompli à chacun des 7 emplacements des piliers afin de renouveler la solidité et d'empêcher l'effondrement du mur. Le rituel nécessite des matériaux spécifiques. Une pierre provenant du cœur d'une montagne, de l'eau d'une source qui n'a jamais vu la lumière du soleil et le sang de celui qui a franchi le mur et qui est revenu. C'est cette dernière exigence qui bouleverse tout le cadre de la mythologie. Les Sumériens décrivent quelqu'un qui a voyagé entre ces mondes et qui est revenu. Pas au sens figuré, pas dans une vision, physiquement. Mais voici ce dont personne ne parle. La tablette K, 3313, n'est pas la seule. En 1989, un fragment presque identique a été découvert dans les sous-sols du Louvre. Numéro d'inventaire différent, site de fouilles différent, mais la même structure à 6 colonnes. La même liste de mondes, la même date, et une ligne supplémentaire qui ne figurait pas sur la tablette du British Museum. L'Assemblée a dissimulé les rites afin que les murs s'effondrent au moment prévu, car la séparation n'a jamais été destinée à durer éternellement. Cette phrase change tout. Elle suggère que les murs ont toujours été temporaires, que les Anunnaki, qui qu'ils aient été, avaient l'intention que ces 178 mondes se reconnectent. La grande division n'était pas une solution permanente, c'était une quarantaine. Une période d'accalmie, après la guerre des frontières. Et la date, 3141, n'était pas un avertissement, c'était un calendrier. En 1991, une équipe composée de 3 chercheurs a tenté de localiser l'emplacement du premier pilier à partir des coordonnées figurant sur la tablette. Le site se trouvait dans les monts Zagros, dans ce qui est aujourd'hui le nord de l'Irak. L'expédition a été interrompue en raison de l'instabilité régionale, mais les chercheurs ont rapporté avoir trouvé une structure en pierre d'environ 40 pieds de diamètre, recouverte d'inscriptions cunéiformes correspondant au symbole tonneau, décrit dans le cas 3313. Ils ont enregistré les symboles, prélevé des échantillons de sol, puis sont repartis. 2 des 3 chercheurs sont décédés en l'espace de 6 mois. L'un d'eux d'une hémorragie cérébrale soudaine, l'autre d'un arrêt respiratoire inexpliqué. Le 3e chercheur, le docteur Amir Koshan, a refusé de s'exprimer publiquement au sujet de l'expédition. Cependant, dans une lettre privée adressée à un collègue, il a écrit « Je l'ai entendu, le son, ce n'est pas une métaphore, c'est réel, et ça s'effrite ». La tablette décrit également à quoi ressemblent les murs,
lorsqu'ils commencent à s'effondrer. Elle utilise l'expression « maladie de l'étincelle », une affection dans laquelle les personnes se trouvant à proximité d'une barrière qui s'affaiblit souffrent de distorsions visuelles, d'hallucinations auditives et d'une sensation que le texte décrit comme « être attiré vers un endroit qui n'existe pas ». Il existe des témoignages modernes qui correspondent presque parfaitement à cette description. En 2003, des villageois vivant près du site de Zagros ont rapporté avoir vu des ondulations dans l'air et entendu un bourdonnement à basse fréquence qui a provoqué des saignements de nez et une désorientation. Ces témoignages ont cessé au bout de 2 semaines. Aucune explication n'a jamais été donnée. Voici ce qui rend ce phénomène difficile à ignorer. Le nombre 178 n'est pas arbitraire. En 2011, une physicienne du nom de Lydia Orenthal a publié un article dans lequel elle avançait la théorie selon laquelle l'univers observable pourrait contenir jusqu'à 200 régions séparées par des brânes, des zones d'espace-temps qui existent au même endroit, mais qui sont inaccessibles en raison de membranes de dimension supérieure. Elle n'avait pas connaissance de K, 3313, mais son chiffre s'inscrivait dans la fourchette décrite par les Sumériens il y a 5000 ans. En 2006, un archéologue du nom de Marcus Fenlo a tenté de reconstituer la première étape du rituel de renforcement sur un site du sud de l'Irak. Considéré comme l'un des emplacements des piliers, il a rassemblé les matériaux nécessaires, a suivi les instructions aussi fidèlement que le lui permettaient les traductions modernes et a accompli le rituel selon l'alignement céleste précisément spécifié sur la tablette. 3 jours plus tard, les stations de surveillance sismique de la région ont détecté une anomalie, une impulsion d'énergie émanant du site à une fréquence de 7,83 Hz, identique à la résonance de Schumann de la Terre. L'impulsion a duré 11 secondes, puis s'est arrêtée. Les notes de terrain de Fenlo datant de ce jour-là ne contiennent qu'une seule phrase. Il a répondu. Non mais les a. Qui, iné, des voix. La dernière ligne de la tablette K, 3313, partiellement endommagée mais encore lisible, dit ceci. Que ceux qui liront ces lignes sachent que le nombre de jours est fixé. Les murs ont été érigés pour contenir ce qui ne pouvait être apprivoisé. Quand elles s'effondreront, les champs s'uniront, et le ciel se souviendra de ce qu'il était autrefois. Un seul ciel, une seule loi, une seule assemblée. La tablette s'arrête là, sans signature, sans le nom du scribe, juste un symbole final qui se traduit par « témoin ». En 2018, des chercheurs, à l'aide d'un radar à pénétration de sol, ont identifié 6 structures de pierres supplémentaires dans des endroits reculés à travers le monde qui correspondent à la description des sites à piliers. L'une dans les Andes, l'une en Sibérie, l'une dans l'outback australien, une au large des côtes de Malte, une dans le désert du Sahara et une en Antarctique, sous 2000 de glace. Toutes sont alignées sur les mêmes coordonnées astronomiques mentionnées dans K 3313. Aucune d'entre elles n'a fait l'objet de fouilles. Les demandes de financement ont été rejetées. L'accès a été restreint. Les murs sont encore debout, pour l'instant. Mais si les Sumériens avaient raison, il nous reste 1117 ans, avant que le premier d'entre eux ne s'effondre. Et quand cela arrivera, nous découvrirons ce qui se cachait de l'autre côté pendant tout ce temps. La tablette K 3313 n'est pas une histoire. C'est un compte à rebours, et l'horloge continue de tourner. Un seul ciel, une seule loi, une seule assemblée. C'est ce que les Sumériens disaient qu'il arriverait. Que nous y soyons prêts ou non,